Les archives de notre monde sont incomplètes. La pierre s'érode, les océans engloutissent, la glace efface. Tout ce que nous appelons histoire repose sur quelques fragments préservés par hasard, tandis que d'innombrables récits se sont dissous dans le temps. Pourtant, au détour d'un vestige, d'une carte ancienne ou d'un mythe persistant, une question revient, insistante et troublante. Et si nous n'étions pas les premiers ? Si avant nos empires que d'autres mains avaient bâti, exploré, inventé, des civilisations entières dont il ne reste que des échos à demi effacés, comme des murmures à travers la pierre. Cette hypothèse, vertigineuse et fragile, nous invite à contempler le gouffre de ce que nous ignorons, la possibilité que notre monde soit le dernier chapitre d'un livre bien plus ancien que nous l'imaginons. Il y a, dans le désert, une manière particulière qu'a le temps de se faire oublier. Sous la chaleur écrasante, les jours semblent se répéter, identiques, sans trace ni mémoire. Pourtant, ces immensités de sable sont aussi des archives, patientes et cruelles. Elles gardent ce qu'elles choisissent de garder, puis effacent comme tout le reste. Là où des fleuves coulaient autrefois, il ne demeure plus que poussière. Là où des cités se dressaient, ne subsistent que quelques pierres éparses, trop usées pour parler encore. C'est dans ces paysages que naît le soupçon que d'autres avant nous ont peut-être bâti, puis disparu, engloutis dans un silence que nous ne savons plus lire. Le Sahara, par exemple, ne fut pas toujours un désert. Des images satellites et des analyses géologiques montrent qu'il abritait jadis des lacs immenses, des savanes verdoyantes, parcourues par des troupeaux et des hommes. Des peintures rupestres, encore visibles dans les massifs du Tassili-Nager, témoignent de scènes de chasse, de danse, de navigation sur des barques. Mais combien de temps faudra-t-il encore avant que ces traces s'effacent totalement, abrasées par le vent et le soleil ? Si, dans 10 000 ans, une autre humanité venait à marcher ici, que retrouverait-elle de ce monde que nous connaissons ? Peut-être rien de plus que quelques vestiges informes, indéchiffrables, semblables à ceux que nous-mêmes redécouvrons avec perplexité. Les sables ne sont pas seuls à effacer. Les jungles, denses et humides, engloutissent avec une voracité égale. L'ancienne cité maya de Tikal, au Guatemala, resta longtemps invisible, perdue sous l'épaisseur de la forêt. Des temples gigantesques, des pyramides, des chaussées pavées avaient en disparu sous les racines et les feuillages. Lorsque les premiers explorateurs les retrouvèrent, ce fut comme une apparition. La preuve que ce que nous appelons « oublié » n'est parfois qu'enseveli. Mais combien de structures semblables demeurent encore invisibles, dissoutes dans la végétation d'Amazonie, dans les forêts d'Asie du Sud-Est ou sous la terre battue d'Afrique centrale. Les technologies récentes, comme le lidar, révèlent donc que des réseaux urbains immenses se cachent encore dans ces zones, dessinant une carte parallèle, celle d'un monde disparu que la nature recouvre avec une lente insistance. L'histoire officielle nous dit que nos civilisations sont jeunes, quelques milliers d'années pour l'écriture, un peu plus pour l'agriculture. Mais que devient une civilisation plus ancienne, si elle existait vraiment ? Que reste-t-il d'elle après 50 000 ans ou 100 000 ans ? Les matériaux modernes eux-mêmes, plastique, métaux, verre, s'altèrent, se brisent, se réintègrent dans la roche et le sol. Des chercheurs ont calculé qu'après seulement quelques dizaines de milliers d'années, presque toutes nos constructions visibles auraient disparu, effacées par l'érosion, recouvertes par les sédiments, englouties par les océans. Les traces de nos routes et de nos villes se résorberaient en strates géologiques, difficilement discernables des formations naturelles. Peut-être qu'il en va de même pour ceux qui auraient vécu avant nous. Leurs monuments se seraient effacés, leurs objets désagrégés, ne laissant qu'un soupçon, une anomalie ici ou là dans les archives de la Terre. Parfois des indices émergent, trop étranges pour être ignorés, mais trop isolés pour convaincre. Des artefacts dits hors de leur temps, outils métalliques incrustés dans des couches de charbon vieilles de millions d'années, sphères parfaitement polies peuvent le trouver dans des mines sud-africaines, objets impossibles selon la chronologie admise. Les archéologues orthodoxes les qualifient souvent de curiosités naturelles, d'erreurs d'interprétation ou de faux. Pourtant, leur simple existence ouvre la porte à une question inquiétante. Et si ce que nous rejetons comme impossible n'était que l'écho mal compris d'un passé plus ancien que nous n'osons l'admettre ? Les mythes, eux aussi, conservent des souvenirs qui dépassent l'échelle d'une mémoire humaine ordinaire. Dans presque toutes les cultures, on retrouve le récit d'une civilisation disparue, engloutie par un cataclysme. L'Atlantide de Platon n'est que la plus connue, mais d'autres traditions racontent des histoires similaires.
des continents perdus dans l'océan Indien, des peuples détruits par des déluges, des cités effacées par le feu du ciel. Faut-il n'y voir que des fables, des symboles, ou bien le reflet déformé d'événements réels, vécus par des témoins dont la mémoire fut ensuite transmise de génération en génération jusqu'à se transformer en mythe? Le sable, encore une fois, recouvre les faits et ne laisse remonter à la surface que des fragments de récits, insaisissables, ambigus. Même notre propre histoire récente nous rappelle combien la mémoire humaine est fragile. Babylone, autrefois capitale rayonnante, faillit disparaître presque totalement, réduite à des ruines dont la localisation fut longtemps incertaine. Troie elle-même n'était plus qu'une légende jusqu'à ce que Schliemann, au XIXe siècle, redécouvre ses vestiges sous des collines anonymes. Combien d'autres villes, combien d'autres empires se sont déjà dissous sans laisser de traces que nous sachions reconnaître? Si cela arrive en seulement quelques milliers d'années, que penser d'un laps de temps infiniment plus long? Le désert, dans sa vastitude silencieuse, est peut-être la meilleure métaphore de ce que nous cherchons. Une étendue apparemment vide, mais sous laquelle reposent parfois des secrets enfouis. Les archéologues qui travaillent en Égypte savent que les pyramides elles-mêmes ne sont que la partie visible d'un paysage bien plus vaste. Des structures entières demeurent ensevelies, des temples inexplorés, des nécropoles intactes. Chaque découverte modifie un peu notre perception, nous oblige à réécrire une chronologie que nous pensions acquise. Mais toujours, derrière les trouvailles, demeure l'impression qu'il y a encore plus, bien plus, que nous ne voyons pas. Imaginer que d'autres civilisations nous ont précédés, c'est aussi accepter de contempler notre propre fragilité. Nous croyons être la culmination, l'apogée de l'histoire terrestre. Pourtant, si demain nos villes s'éteignaient, si nos réseaux se rompaient à un, il suffirait de quelques siècles pour que la nature reprenne ses droits. Les forêts recouvriraient de proie nos ruines, les océans avaleraient nos côtes, et le désert implacable effacerait nos routes et nos monuments. Dans 10 000 ans, qui pourrait dire que nous avions existé, sinon à travers quelques anomalies éparses, difficilement interprétables? Ce que nous voyons autour de nous, ce que nous appelons la civilisation, pourrait bien être, à l'échelle du temps terrestre, un simple instant, une parenthèse fragile. Les sables qui avalent les empires ne sont pas seulement une image poétique, ils sont le rappel permanent que rien ne dure, que tout se transforme et disparaît. Ils posent une question à la fois simple et vertigineuse. Si d'autres avant nous ont connu la gloire, la science, peut-être même une forme de modernité, que reste-t-il d'eux aujourd'hui? Et si le désert, dans son silence, recelait encore les réponses, attendant que nous apprenions à les entendre? Sous nos pieds, la Terre garde la mémoire de tout ce qu'il a traversé. Mais cette mémoire n'est ni linéaire ni claire. Elle se plisse, se fracture, se superpose, jusqu'à devenir presque indéchiffrable. Les couches géologiques sont comme des archives mal classées, où se mélangeant les fragments de mondes disparus. Certaines traces en Poggi se préservent miraculeusement, d'autres s'effacent dans le silence minéral. C'est dans ces interstices, entre ce qui demeure et ce qui se perd, que naît le soupçon. Avons-nous vraiment lu toutes les pages de ce livre? La pierre, en apparence, conserve. Les grottes, par exemple, sont de véritables sanctuaires du temps. Dans la grotte de Chauvet, en France, des fresques vieilles de plus de 30 000 ans nous parviennent intactes, comme si les artistes venaient à peine de déposer leurs torches. Mais si ces parois nous livrent une vision claire d'un instant, elles n'en racontent pas l'avant ni l'après. Que reste-t-il des possibles cités, des savoirs techniques, des structures bâties par ceux qui traçaient ces figures animales? Peut-être rien. La pierre enregistre des images, pas des sociétés entières. Et souvent, elle choisit ce qu'elle préserve, laissant dans l'ombre la plus grande partie de l'histoire. Plus impitoyable encore est la glace. Les calottes polaires et les glaciers sont des coffres-forts du passé, piégeant bulles d'air, pollen, poussière cosmique. Ils sont nos chroniques climatiques, retraçant les alternances de froid et de chaleur, les crises écologiques, les extinctions. Pourtant, leur rigidité apparente dissimule une fragilité extrême. Quand la glace fond, ces archives disparaissent irrémédiablement. Ce que nous lisons aujourd'hui dans le Groenland ou l'Antarctique n'est qu'un fragment sauvé in extremis. Qui sait ce que contenaient les couches déjà fondues, effacées avant même que nous n'apprenions à les déchiffrer? Si une civilisation ancienne avait laissé des traces infimes dans ces glaces, poussière métallique, anomalies chimiques, résidus technologiques, il est possible que tout cela se soit dissous à jamais dans l'océan. Dans les profondeurs rocheuses, il existe aussi des anomalies voyaging qui dérangent.
Les géologues, en creusant des mines ou en forant pour extraire du charbon, ont parfois trouvé des objets inexplicables, empreintes de chaussures dans des couches vieilles avant de millions d'années, fragments de métal incrustés dans des sédiments qui ne devraient contenir que fossiles et minéraux. Ces découvertes, souvent reléguées à la marge, alimentent pourtant une question persistante. Et si nous ne regardions pas correctement les archives de la Terre ? Les outils d'analyse modernes nous permettent de dater, de mesurer, mais peut-être filtrons-nous inconsciemment tout ce qui ne correspond pas à notre chronologie officielle. Les montagnes elles-mêmes racontent une histoire d'effacement. Les chaînes que nous voyons aujourd'hui, Himalaya, Andes, Alpes, ne sont pas éternelles. Elles naissent, croissent, puis s'érodent jusqu'à disparaître. Les géologues estiment que d'anciennes chaînes, plus hautes encore que l'Himalaya, ont existé puis se sont aplaties il y a des centaines de millions d'années. Si une civilisation avait vécu sur ces reliefs, que resterait-il d'elle aujourd'hui ? Probablement rien, sinon des strates indistinctes, enfouies sous des kilomètres de roches. La pierre, dans son mouvement lent mais inexorable, finit par broyer tout ce qu'elle porte. Il existe cependant des indices plus subtils. Certains géologues ont mis en évidence des couches de technofossiles potentiels, d'infimes traces chimiques ou isotopiques qui pourraient correspondre à une activité industrielle ancienne. Par exemple, des anomalies de carbone, de métaux rares ou de plastique fossilisé. Pour nous, ces signatures sont récentes, issues de notre ère industrielle. Mais rien n'empêche d'imaginer que, dans un futur lointain, d'autres observateurs y verraient simplement une perturbation passagère, un événement inexpliqué dans les archives géologiques. Et si des anomalies semblables existaient déjà, mais que nous ne les reconnaissions pas ou que nous les confondions avec des phénomènes naturels. La glace, quant à elle, offre parfois des visions presque surnaturelles du passé. En Sibérie, des carcasses de tympanliquins de mammouths, parfaitement conservées, apparaissent lors du dégel du permafrost. Leurs organes, leurs poils, parfois même leur sang, nous parviennent intacts après des dizaines de milliers d'années. Cela prouve que certaines choses survivent presque indéfiniment, prisonnières de la glace. Mais si des hommes ou d'autres êtres intelligents avaient vécu dans ces régions il y a bien plus longtemps, auraient-ils pu laisser des traces comparables, des corps gelés, des artefacts préservés ? Pour l'instant, rien de tel n'a été trouvé. Pourtant, l'immensité des zones gelées reste largement inexplorée et chaque fonte libère de nouvelles surprises. Il existe aussi des structures rocheuses qui posent bien question. Certaines formations, comme les mégalithes de Baalbek au Liban ou les blocs taillés de Puma Punku en Bolivie, paraissent défier nos explications habituelles. Officiellement, ce sont des œuvres humaines, datées de quelques millénaires. Mais leur taille, leur précision, suscitent des interrogations. Ces pierres gigantesques, pesant parfois plusieurs centaines de tonnes, furent-elles réellement taillées et déplacées avec les moyens supposés de l'époque ? Ou bien ne voyons-nous là que les vestiges d'un savoir plus ancien, récupérés ou réinterprétés par des peuples ultérieurs ? Les blocs incrustés dans la montagne semblent parfois témoigner d'un geste qui dépasse les capacités admises des civilisations connues. Sous la glace de l'Antarctique, les satellites détectent aussi des anomalies. Certaines structures linéaires, certaines formes géométriques intriguent les chercheurs. S'agit-il de simples illusions de la topographie ou bien de vestiges recouverts par des millions d'années de glace ? L'Antarctique, jadis libre de toute couverture glaciaire, abritait peut-être des écosystèmes riches, des terres fertiles. Si des hommes ou leurs prédécesseurs avaient vécu là, tout aurait été écrasé, enfoui, effacé par l'avancée inexorable des calottes. Nous regardons aujourd'hui un continent immaculé, mais derrière cette pureté se cache l'opacité d'un passé inaccessible. La pierre et la glace se rejoignent dans une même logique, celle de la dissimulation. Ce que nous croyons immuable est en réalité un processus perpétuel de transformation. Les montagnes s'élèvent et s'usent, les glaciers avancent et reculent, les couches sédimentaires s'empilent et se brisent. Dans ce cycle, les traces d'une civilisation ancienne auraient bien peu de chances de survivre. Ce que nous appelons histoire n'est qu'une mince surface grattée à la pointe de ce continuum. Et sous cette surface, peut-être, dorment encore des récits que nous n'avons pas appris à lire. Chaque fois que nous découvrons une peinture rupestre, un fossile, un artefact, nous célébrons une victoire contre l'oubli. Mais chaque fois aussi, nous prenons conscience de l'immensité de ce qui nous échappe. La pierre et la glace conservent quelques images, quelques signaux, mais effacent le reste. Elles nous donnent juste assez pour deviner qu'il manque des chapitres entiers.
Peut-être que ces chapitres contiennent l'histoire d'autres civilisations, d'autres humanités, qui ont disparu sans laisser de monuments visibles. Peut-être que leurs traces sont là, dissoutes dans la matière même de la Terre, attendant un regard capable de les reconnaître. Il existe dans l'histoire des objets discrets, faits de papier et d'encre, qui dérangent davantage que des ruines monumentales. Ce sont les cartes anciennes, tracées bien avant l'invention des satellites, qui semblent pourtant révéler des connaissances impossibles pour leur époque. À travers elles se dessine l'hypothèse troublante qu'une mémoire plus ancienne, héritée d'ailleurs, ait guidé la main des cartographes. Si nous n'étions pas les premiers, peut-être avons-nous reçu, sans le savoir, des fragments du savoir de ceux qui nous ont précédés. La plus célèbre de ces cartes est celle de Piri Reis, amiral ottoman du XVIe siècle. Découverte en 1929 à Istanbul, elle représente avec une précision remarquable les côtes d'Amérique du Sud, alors que nombre de ces régions n'avaient pas encore été officiellement explorées par les Européens. Plus troublant encore, certains spécialistes affirment que la partie inférieure du tracé correspond au contour de l'Antarctique. Or, ce continent fut découvert bien plus tard, au XIXe siècle. Et surtout, il y est dessiné sans sa couverture de glace, comme si l'auteur disposait de connaissances remontant à une époque où l'Antarctique était encore libre. Cette hypothèse, si elle est exacte, renverrait à un temps antérieur d'au moins plusieurs milliers d'années, car les glaciologues estiment que la calotte recouvre l'Antarctique depuis environ 6000 ans, peut-être davantage. Comment un marin ottoman du XVIe siècle aurait-il pu avoir accès à une telle représentation ? Piri Reis lui-même reconnaissait qu'il s'était appuyé sur des sources plus anciennes, venues, disait-il, des cartes de l'époque d'Alexandre le Grand et d'autres manuscrits antiques. Mais si ces sources existaient encore à son époque, d'où provenaient-elles à l'origine ? Un autre exemple intrigant est celui de la carte d'Oronce Fine, réalisée en 1531. Elle aussi montre un continent austral avec des détails étonnants. Montagnes intérieures, fleuves, contours précis. Les sceptiques considèrent qu'il s'agit de pure spéculation cartographique, une extrapolation de terre supposée équilibrer le globe. Pourtant, certaines concordances avec la topographie réelle, révélées bien plus tard par les relevés modernes, demeurent troublantes. À quel point peut-on attribuer ces correspondances au hasard ? Il existe également la carte de Zéno, datée du XIVe siècle, qui semble représenter des portions de l'Atlantique Nord avec une exactitude surprenante, notamment certaines îles et côtes du Groenland et d'Islande. D'autres documents médiévaux évoquent des territoires aujourd'hui engloutis, comme Friesland ou Antillia, que l'on ne retrouve plus sur nos océans. S'agissait-il d'erreurs de copie, de projections imaginaires ou de souvenirs transmis de terres réelles disparues ? Plus loin encore dans le temps, certaines cartes arabes ou grecques antiques évoquent par des connaissances maritimes étendues. On y retrouve parfois des tracés d'îles lointaines, de routes maritimes improbables, qui laissent penser que les navigateurs anciens possédaient vraiment des informations bien au-delà de leur horizon. Les cartographes parlaient souvent de sources héritées, d'archives conservées dans des temples ou des bibliothèques. Si ces archives remontaient à des civilisations plus anciennes encore, nous n'en avons conservé que des reflets ténus, dissimulés dans des documents ultérieurs. L'intrigue ne réside pas seulement dans les côtes dessinées, mais aussi dans la précision des longitudes. Or, la mesure exacte de la longitude exige des instruments très avancés qui n'ont été perfectionnés qu'au XVIIIe siècle. Avant cela, les navigateurs pouvaient estimer la latitude grâce aux étoiles, mais la longitude demeurait une énigme. Pourtant, certaines cartes médiévales semblent placer correctement les continents dans leurs proportions, comme si leurs auteurs disposaient d'un savoir géométrique et astronomique bien supérieur à ce que nous leur attribuons. Certains chercheurs ont avancé l'idée que ces connaissances beaucoup proviendraient d'une civilisation maritime antérieure, disparue mais qui aurait laissé des cartes ou des traditions géographiques. Des navigateurs de l'âge de pierre, peut-être, qui ont exploré les océans à une échelle insoupçonnée, laissant derrière eux une géographie transmise de siècle en siècle. Cette hypothèse heurte nos certitudes, car nous imaginons les peuples préhistoriques limités à de petites embarcations côtières. Pourtant, les découvertes archéologiques récentes montrent que l'homme traversait déjà la mer il y a plus de 50 000 ans, atteignant l'Australie à partir de l'Asie du Sud-Est. Si de tels voyages étaient impossibles si tôt, pourquoi exclure des navigations plus ambitieuses, capables de tracer les contours du monde ? Les cartes impossibles soulèvent aussi la question de la mémoire culturelle. Une civilisation peut disparaître, mais ses récits, ses symboles, ses savoirs peuvent survivre sous forme fragmentaire.
les bibliothèques d'Alexandrie et de Pergame, les archives mésopotamiennes, les codex mayas, ont presque tous été détruits, souvent par le feu ou l'oubli. Combien de connaissances furent perdues à jamais? Mais parfois, quelques bribes se glissent à travers les siècles, transformées, recopiées, intégrées à de nouvelles cultures. Les cartes de Piri Reis ou d'Oronce Fine pourraient n'en être que les ultimes reflets d'un savoir transmis à travers des générations successives, jusqu'à se fossiliser dans des parchemins que nous interprétons aujourd'hui comme des anomalies. Il est aussi possible que les cartes ne soient pas des vestiges d'une civilisation antérieure, mais plutôt des indices de notre propre incapacité à lire l'histoire. Peut-être que nous sous-estimons les capacités techniques et intellectuelles des peuples anciens. Après tout, l'architecture des pyramides, les alignements astronomiques de Stonehenge ou de Chichen Itza témoignent d'une connaissance fine des astres, du temps et de l'espace. Pourquoi les cartes n'en seraient-elles pas un autre exemple ? Mais alors cela implique que nos ancêtres avaient un rapport au monde plus vaste que ce que nous leur prêtons. Le mystère toutefois reste entier avec les cartes qui semblent représenter des terres englouties. Certaines d'entre elles montrent des îles dans l'Atlantique qui n'existent plus. Si elles ne sont pas de simples inventions, elles pourraient correspondre à des territoires submergés par la montée des océans à la fin de la dernière glaciation, il y a environ 12 000 ans. Des plaines entières, comme le Doggerland en mer du Nord, furent alors envahies par les eaux, effaçant tout ce qui s'y trouvait. Si des communautés y avaient vécu, elles disparurent et leur mémoire ne survécut que par fragments. Peut-être que ces cartes sont justement ces fragments des souvenirs cartographiés de terres perdues. À travers ces énigmes, une idée s'impose. Les cartes ne sont pas seulement des représentations géographiques, mais des témoins du passage de la connaissance. Elles circulent, se transmettent, se déforment, mais conservent parfois l'empreinte d'un savoir plus ancien. Qu'elles proviennent d'une civilisation disparue ou d'une compréhension sous-estimée des peuples historiques, elles restent des témoins troublants, invitant à repenser ce que nous croyons savoir de notre propre passé. Les mythes ne sont pas seulement des histoires inventées pour expliquer le monde, ils sont pour bien des peuples des archives de mémoire. Leur langage est symbolique, poétique, mais il enferme parfois des échos de réalités plus anciennes. Lorsque des cultures séparées par des milliers de kilomètres racontent des récits étrangement similaires, il devient difficile de croire au simple hasard. Ces résonances pourraient en être les vestiges d'événements vécus, transmis de bouche en bouche, transformés par le temps, mais suffisamment persistants pour franchir les millénaires. Le mythe le plus répandu, peut-être, est celui du déluge. On le retrouve partout. Dans la Mésopotamie antique, où l'épopée de Gilgamesh raconte l'histoire d'Utnapishtim, sauvé des eaux par un navire, dans la Bible avec l'arche de Noé, dans les récits grecs avec Deucalion et Pyrrha, en Inde où le dieu Vishnu avertit Manu d'un déluge imminent, chez les peuples autochtones d'Amérique du Nord et du Sud, qui évoquent tous une grande inondation détruisant l'humanité. Ces récits se ressemblent trop pour n'être que des inventions indépendantes. Ils semblent te témoigner d'une mémoire collective d'un cataclysme réel, vécu à la fin de la dernière ère glaciaire, lorsque la montée brutale des océans engloutit des territoires entiers. Cette mémoire n'est pas seulement biblique ou antique. Les aborigènes d'Australie possèdent des récits qui décrivent, avec une précision étonnante, des paysages côtiers tels qu'ils étaient avant la montée des eaux, il y a plus de 10 000 ans. Ces traditions orales, transmises sans écriture, se sont maintenues avec une fidélité remarquable, au point que les chercheurs modernes reconnaissent leur valeur géographique. Ainsi, la mythologie devient une forme d'archive, capable de conserver des souvenirs bien au-delà de ce que nous pensions possible. Mais les mythes ne parlent pas seulement d'eau déchaînée. Beaucoup évoquent des cités disparues, des empires rayonnants détruits en un instant. L'Atlantide de Platon est la plus célèbre, une île puissante, riche en savoir et en ressources, engloutie par la mer en un seul jour et une seule nuit. Ce récit, longtemps considéré comme une simple allégorie, pourrait néanmoins refléter une mémoire déformée d'événements réels. Certains chercheurs y voient une description de catastrophes naturelles liées à l'explosion du volcan de Santorin, d'autres imaginent un souvenir transmis d'une civilisation plus ancienne, effacée à la fin du Pléistocène. D'autres traditions racontent des histoires similaires. Dans l'océan Indien, la légende du continent de Kumari-Kandam évoque des terres aujourd'hui englouties, jadis habitées par une civilisation avancée.
Dans le Pacifique, les récits polynésiens parlent d'îles disparues, avalées par les flots. En Amérique, les peuples andins gardent le souvenir de cités détruites par le feu et l'eau, tandis que certaines légendes nord-américaines évoquent des peuples venus avant le temps des hommes actuels. Ces récits, dispersés sur toute la planète, semblent former une mosaïque d'une mémoire commune, celle d'humanité plus ancienne, brisée par des catastrophes que la Terre inflige périodiquement. Les mythes ne conservent pas seulement des désastres, ils gardent aussi des fragments de savoir. Les Grecs attribuaient aux titans et aux dieux la transmission des arts, de l'agriculture, des techniques. Les Égyptiens parlaient de Thoth, gardien du savoir ancien. Les Sumériens, dans leurs tablettes d'argile, affirmaient avoir reçu la civilisation des Anunnaki, venus du ciel. Ces récits dans des étis sont interprétés aujourd'hui comme des métaphores, mais ils pourraient aussi être les échos d'un héritage plus ancien, transmis d'une humanité disparue au peuple renaissant. La mythologie maya évoque plusieurs soleils ou âges du monde, chacun détruit puis remplacé par un autre. Les Aztèques racontaient en des cycles similaires. Dans ces cosmologies, l'humanité n'est pas unique. Elle est se réinventer plusieurs fois après des destructions totales. Cette vision cyclique correspond étrangement à l'idée moderne de catastrophes planétaires répétées, comme les impacts d'astéroïdes ou les glaciations, qui effacent périodiquement une grande partie de la vie. Les anciens semblaient alors savoir que rien ne dure et que des civilisations entières pouvaient sans disparaître avant de renaître ailleurs. La question devient alors troublante. Ces récits sont-ils des inventions symboliques pour expliquer la fragilité de la condition humaine, ou bien conservent-ils la mémoire de civilisations réellement disparues ? L'archéologie classique préfère la première réponse, mais certains éléments plaident pour la seconde. La précision géographique des traditions aborigènes, la concordance des récits de déluge sur tous les continents ou encore la richesse technique de certaines mythologies suggèrent que les mythes ont parfois une base historique, même si elle est voilée. Il faut aussi rappeler que notre propre mémoire est fragile. Nous avons tendance à croire que l'histoire commence avec l'écriture, mais avant cela, pendant des dizaines de milliers d'années, tout reposait sur la parole. Les conteurs, les chamans, les prêtres gardaient la mémoire des ancêtres et la transmettaient dans des chants, des poèmes, des récits sacrés. L'oralité a cette particularité. Elle transforme, mais elle préserve l'essentiel. Le style change, les images se transforment, mais le cœur du récit perdure. Ainsi, un souvenir de catastrophe ou de cité disparue peut traverser 10 000 ans sans disparaître, même s'il se couvre de métaphores et de symboles. Il y a dans les mythes une force particulière. Ils résistent à l'oubli. Ce que l'écriture perd parfois par destruction ou par négligence, l'oralité conserve par la répétition inlassable. Chaque génération raconte aux suivantes, et même si le langage change, l'histoire demeure. C'est peut-être pourquoi les mythes du déluge, de l'Atlantide, des cycles d'humanité reviennent partout. Ils sont trop anciens pour être inventés par imitation mutuelle. Ils semblent témoigner d'une racine commune, d'un passé partagé que nous avons oublié. Regarder les mythes sous cet angle, c'est accepter que le passé que nous croyons connaître n'est peut-être qu'une surface fragile. Sous elle, les récits se rejoignent, comme des courants souterrains. Ils murmurent que d'autres avant nous ont vécu, aimé, bâti, puis disparu. Ils disent que la Terre se souvient, même quand nous avons oublié. La mer est un grand effaceur de mémoire. Ses mouvements patients dans ses vagues avancent et reculent, mais sur de longues échelles de temps, rien ne lui résiste. Les rivages changent, les continents respirent, et ce qui fut jadis une terre ferme devient un abîme insondable. Les fonds marins, silencieux et opaques, abritent en somme peut-être davantage de secrets que toutes les terres émergées. Car si une civilisation a existé avant la nôtre, il est probable qu'une grande partie de ses traces se trouve là, sous des centaines de mètres d'eau, recouvertes de sédiments et de coraux invisibles à nos regards. Les archéologues savent que les océans ont avalé des terres immenses à la fin de la dernière glaciation. Il y a environ 12 000 ans, les calottes glaciaires recouvraient une partie de l'hémisphère nord. Leur fonte provoqua une montée brutale du niveau des mers, estimée à plus de 100 mètres par endroit. En quelques siècles, des plaines entières disparurent. L'Angleterre, autrefois reliée au continent européen par le Doggerland, devint une île. Dans le golfe du Bengale, les côtes reculèrent de dizaines de kilomètres. Le Japon, jadis lié à l'Asie continentale, fut isolé par les flots. Chaque région de la planète connut ce bouleversement et avec lui disparurent d'innombrables territoires habités. Doggerland est l'un des exemples les plus fascinants.
Cet espace, aujourd'hui submergé sous la mer du Nord, était une vaste plaine fertile où vivaient des communautés de chasseurs-cueilleurs. On y trouvait des rivières, des forêts, des marécages, riches en gibier et en ressources. Puis, en quelques millénaires, tout fut englouti. Les pêcheurs remontent encore parfois des ossements humains, des outils de pierre, des restes de faune. Mais que savons-nous vraiment de ces peuples ? Et si certains d'entre eux avaient atteint un niveau d'organisation que nous ne soupçonnons pas, il ne reste désormais que des fragments dispersés, avalés par les marées. Dans le golfe de Cambay, au large de l'Inde, des explorations sous-marines menées au début du XXIe siècle ont révélé des structures intrigantes. Les sonars y ont détecté des alignements réguliers, des formes géométriques suggérant des rues, des bâtiments, des fondations. Les datations préliminaires évoquaient des âges antérieurs à la civilisation de la vallée de l'Indus, ce qui bouleverserait notre chronologie admise. Mais ces découvertes restent controversées. Certains chercheurs parlent d'artefacts naturels, d'illusions créées par les courants et les dépôts. Pourtant, l'idée persiste que sous ces eaux pourraient reposer les vestiges d'une cité disparue, engloutie lors de la montée des océans. Le Japon offre lui aussi des mystères. Au large de Yonaguni, dans l'archipel des Ryukyu, des plongeurs ont découvert dans les années 1980 une gigantesque structure rocheuse sous-marine. Des terrasses, des escaliers, des plateaux aux angles droits s'étendent sur plusieurs dizaines de mètres. Pour certains géologues, il s'agit d'une formation naturelle sculptée par l'érosion. Mais d'autres y voient les restes d'une cité submergée, datant d'une époque où le niveau de la mer était plus bas. Si tel est le cas, cette construction pourrait remonter à plus de 10 000 ans, bien avant l'émergence des premières civilisations connues. Ces exemples rappellent que l'archéologie sous-marine n'en est qu'à ses débuts. Plus de 70% de la surface terrestre est recouverte d'océans, et seule une infime partie des fonds a été explorée de manière détaillée. Les technologies modernes permettent des relevés de plus en plus précis, mais la profondeur, la pression et l'obscurité rendent dans l'exploration lente et coûteuse. Ce que nous connaissons aujourd'hui n'est qu'un aperçu minuscule de ce qui dort sous les vagues. Imaginer que d'anciennes civilisations y reposent, invisibles, n'est donc pas une hypothèse absurde. C'est plutôt une conséquence logique de l'histoire géologique de notre planète. La Méditerranée, berceau de tant de cultures, conserve elle aussi ses énigmes. Des vestiges de ports, de routes pavées, de temples gisent sous les eaux, près des côtes grecques, égyptiennes ou italiennes. Alexandrie, l'ancienne capitale des Ptolémées, a vu une partie de ses quartiers sombrer après des séismes et des tsunamis. Pavlopétrie, au sud de la Grèce, est considérée comme la plus ancienne cité submergée connue. Ses rues, ses places, ses maisons demeurent encore visibles sous l'eau, témoignant d'un urbanisme vieux de 5000 ans. Ce que nous voyons là est une miniature de ce que la mer a pu avaler ailleurs, à plus grande échelle. Mais au-delà des sites identifiés, il y a les récits. Les traditions de nombreux peuples évoquent des terres disparues sous les océans. Les Celtes parlaient enfin de Lyonesse, engloutie entre la Cornouaille et les îles Scilly. Les légendes bretonnes racontent la cité d'Is, avalée par les flots à cause de l'imprudence d'une princesse. Dans l'océan Indien, les Tamouls évoquent le royaume englouti de Kumari Kandam. Dans le Pacifique, les habitants de plusieurs archipels parlent d'îles perdues, de royaumes détruits par les marées. Ces récits résonnent avec les preuves géologiques. Ils pourraient être la mémoire poétique d'événements bien réels, transmis à travers les siècles comme avertissement. La mer n'efface pas seulement, elle conserve parfois. Dans ces profondeurs, où la lumière ne pénètre pas, des épaves gisent intactes pendant des siècles. Des amphores grecques reposent encore sur le sable, des galions espagnols dorment avec leur cargaison. Cela nous montre que si une civilisation ancienne avait construit en pierre ou laissé des artefacts solides, certains pourraient encore exister sous la mer, préservés dans le silence des abysses. Mais pour les retrouver, il faudrait sonder l'immensité des océans, tâche démesurée pour notre époque. Certains chercheurs proposent que que les traces d'une civilisation antérieure ne seront peut-être jamais découvertes sur la terre ferme, mais seulement au fond des mers, car c'est là que s'y trouvent les plaines fertiles, les côtes habitées, les deltas où s'installent naturellement les peuples. Et c'est précisément là que la montée des océans a frappé le plus fort, engloutissant tout ce qui s'y trouvait. L'oubli maritime était plus impitoyable que l'oubli terrestre. Les vagues ne se contentent pas de recouvrir, elles broient, elles dispersent, elles effacent. Mais parfois, une intuition subsiste.
que nos océans ne sont pas seulement des paysages naturels, mais des archives encore muettes. Sous leur surface mouvante, des pierres taillées, des routes, peut-être même des cités, attendent d'être reconnues. Elles témoignèrent alors que nous ne sommes pas les premiers, que d'autres avant nous ont bâti, aimé la mer, puis succombé à son avancée inévitable. Lorsque l'on observe l'histoire de la Terre, on entre dans des temporalités qui défient notre imagination. Les civilisations humaines connues se comptent en millénaires. Les cycles géologiques, eux, s'étirent sur des millions, parfois des centaines de millions d'années. Entre ces deux échelles, il y a un gouffre. C'est dans cet écart vertigineux que surgit une idée troublante. Si une civilisation avait existé il y a des millions d'années, que resterait-il d'elle aujourd'hui? Presque rien. Peut-être seulement quelques anomalies, quelques signaux infimes perdus dans les roches et les sédiments. Les géologues parlent de signatures stratigraphiques. Chaque époque laisse dans la pierre une empreinte particulière, couches de cendres volcaniques, dépôts de fossiles, changements chimiques liés au climat. C'est ainsi que nous distinguons les grandes extinctions, les transitions entre ères. Aujourd'hui, notre propre civilisation est en train d'imprimer sa marque. Plastique fossile, métaux rares, radioisotopes issus de l'activité nucléaire. Dans plusieurs millions d'années, ces éléments formeront une couche identifiable, ce que certains appellent déjà l'Anthropocène. Mais si une civilisation avait existé avant nous, elle aurait pu laisser une signature semblable. L'avons-nous ignorée? L'avons-nous mal interprétée? Certaines anomalies interpellent. Dans des dépôts de charbon datant de centaines de millions d'années, des mineurs ont parfois découvert des formes métalliques incrustées dans la roche. Clous, sphères, objets aux motifs réguliers. La science officielle rejette souvent ces récits comme erreurs, canulars ou illusions naturelles. Pourtant, leur accumulation intrigue. Le charbon est la trace de forêts fossilisées. Y retrouver des artefacts suppose une présence artificielle dans un passé où, selon nous, l'humanité n'existait pas encore. En Afrique du Sud, dans les mines de pyrophylite, furent découvertes des sphères métalliques parfaitement polies, certaines présentant des stries équatoriales régulières. Leur âge supposé remonterait à près de 3 milliards d'années selon la datation des couches rocheuses. Les géologues orthodoxes y voient l'amour des formations naturelles, issues de processus géochimiques. Mais pour d'autres, la précision géométrique de ces sphères en évoque un travail artificiel. Même si elles étaient un peu naturelles, elles posent une question subtile. Comment distinguer, dans les archives de la Terre, ce qui est produit par la nature de ce qui est le fruit d'une intelligence disparue? Les anomalies ne concernent pas seulement les objets, mais aussi les fossiles. Certaines empreintes de pas humanoïdes auraient été découvertes dans des couches datées de plusieurs dizaines de millions d'années. Le plus souvent, elles sont rejetées comme curiosités géologiques, simples formes érodées par l'eau et le temps. Mais la possibilité, même infime, qu'une telle empreinte soit authentique suffit à nourrir le doute. Car si elle l'était, toute notre chronologie devrait être réécrite. La géologie elle-même garde des traces étranges. Parfois, des dépôts de carbone, de métaux, d'isotopes apparaissent sans explication claire. Ils sont attribués à des phénomènes naturels, volcans, impact de météorites, variations climatiques. Mais comment être certain qu'ils ne représentent pas les restes d'activités industrielles anciennes, effacées par le temps? Les chercheurs modernes envisagent même une hypothèse silurienne. Et si, bien avant l'humanité, une autre espèce avait développé une civilisation industrielle, puis disparu sans laisser de monuments visibles? La seule preuve serait alors ces anomalies géochimiques, difficiles à distinguer de processus naturels. Les océans, une fois encore, compliquent tant la lecture. Les fonds marins se renouvellent constamment. Les plaques tectoniques se déplacent, la croûte océanique s'enfonce et disparaît dans le manteau terrestre en moins de 200 millions d'années. Cela signifie que tout vestige situé sur les fonds océaniques plus anciens a déjà été effacé. Si une civilisation maritime avait existé il y a plus de 200 millions d'années, aucune trace matérielle n'aurait survécu. Tout ce qui resterait serait de vagues anomalies dans les sédiments continentaux, presque impossibles à interpréter. Et pourtant, il existe ces fragments qui dérangent, les fameux objets hors de leur temps, ou OOPARTS, des vases métalliques retrouvés dans des couches précambriennes, des circuiteries gravées dans des pierres datées de millions d'années, des empreintes impossibles. Chacun de ces cas est débattu, contesté, souvent rejeté. Mais la répétition des anomalies laisse planer une impression. Nous ne savons pas lire correctement l'histoire que nous fouillons.
Peut-être que la plupart de ces indices sont naturels, mais peut-être aussi que quelques-uns sont authentiques, et que nous les écartons parce qu'ils contredisent notre cadre établi. Il est important de comprendre que l'échelle du temps géologique écrase tout. En quelques milliers d'années, une ville peut disparaître sous la jungle ou le désert. En quelques millions d'années, la montagne même sur laquelle elle fut bâtie, peut s'éroder. En 100 millions d'années, les continents se déplacent, les mers s'ouvrent et se ferment, les chaînes de montagnes naissent et meurent. Dans cet immense flux, les traces matérielles d'une civilisation intelligente auraient si peu de chances de survivre. Ce qui subsisterait serait presque invisible, des signatures chimiques, des microfossiles altérés, des anomalies isotopiques. Et nous, avec nos méthodes actuelles, peinons encore à distinguer ce qui relève du naturel et ce qui pourrait relever de l'artificiel. L'humanité moderne commence seulement à réaliser que notre empreinte géologique sera lisible dans des millions d'années. Mais nous oublions que peut-être d'autres avant nous ont laissé des empreintes semblables, aujourd'hui dissoutes, mal comprises. Le temps géologique n'est pas une toile vierge, il est plein de cicatrices, de traces ambiguës que nous peinons à interpréter. Regarder ces anomalies, c'est accepter que la Terre pourrait avoir connu plusieurs âges de civilisation, séparés par des gouffres de temps et des catastrophes. C'est admettre que notre place n'est peut-être pas unique, que nous ne sommes qu'une strate parmi d'autres, encore fragiles et provisoires. Parfois, ce ne sont pas des objets isolés ni des anomalies géologiques qui éveillent le doute, mais des monuments entiers, massifs, ancrés dans le paysage. Ils se dressent au-devant nous, imposants et silencieux, comme des énigmes de pierre que nous n'avons jamais vraiment su résoudre. Nous les visitons comme des vestiges glorieux du passé humain, mais certains d'entre eux semblent contenir des secrets plus profonds, comme s'ils portaient dans la mémoire d'un savoir qui n'aurait pas dû exister à l'époque où ils furent érigés. Les pyramides d'Égypte sont l'exemple le plus célèbre. Officiellement datées d'environ 2500 avant notre ère, elles sont attribuées à la civilisation de l'Ancien Empire. Mais leur perfection géométrique, leur alignement avec les points cardinaux, leur disposition corrélée aux étoiles de la ceinture d'Orion tentent toujours des interrogations. Comment des bâtisseurs sans machines modernes ni technologie avancée ont-ils pu ériger des blocs de plusieurs dizaines de tonnes avec une précision de quelques millimètres ? Les égyptologues répondent avec des hypothèses, rampes, leviers, milliers d'ouvriers. Pourtant, le doute persiste. Ces constructions ne ressemblent pas à de simples tombeaux. Elles semblent incarner une science du temps, de l'astronomie, de la géométrie sacrée. Certains y voient l'écho d'un savoir hérité, transmis depuis une époque plus ancienne, aujourd'hui oubliée. En Amérique du Sud, d'autres pierres parlent avec la même étrangeté. Le site de Pumapunku, en Bolivie, présente des blocs de grès et d'andésite pesant jusqu'à 130 tonnes, taillés avec une précision qui défie l'imagination. Les surfaces sont polies, comme si elles avaient été travaillées avec des outils modernes. Les angles droits sont parfaits, et certaines pierres présentent dans des découpes complexes, en forme de rainures et d'encoches, qui rappellent presque des assemblages mécaniques. Les archéologues orthodoxes attribuent ces œuvres à la civilisation Tiwanaku, mais aucune explication satisfaisante n'existe sur la manière dont elles furent réalisées. Là encore, l'impression domine que ces monuments sont les restes d'un savoir plus ancien, récupéré par une culture ultérieure. À Baalbek, au Liban, le temple de Jupiter repose sur des fondations colossales. 3 blocs, connus sous le nom de trilithons, pèsent chacun environ 800 tonnes. Ils sont posés avec une précision qui laisse perplexe. Juste à proximité, dans une carrière, un autre bloc de pierre inachevé atteint plus de 1000 tonnes. Comment ces pierres ont-elles été déplacées et positionnées ? Les théories abondent, rampes de terre, rouleaux de bois, combinaisons d'ouvriers. Mais la logistique semble démesurée, même pour les standards romains ou grecs. Certains pensent que ces blocs proviennent d'une époque antérieure, d'un chantier plus ancien que les temples que nous voyons aujourd'hui. D'autres monuments interpellent par leur âge supposé. Le sphinx de Gizeh, par exemple, présente des traces d'érosion qui, selon certains géologues, ne correspondent pas à l'action du vent du désert, mais à des pluies torrentielles. Si cette analyse est juste, cela signifierait que le sphinx aurait été sculpté à une époque où l'Égypte connaissait un climat humide, soit plusieurs millénaires avant la dynastie pharaonique. Une datation plus ancienne impliquerait que ce monument aurait été construit par une culture antérieure dont nous n'avons gardé aucune autre trace tangible.
Dans l'océan Pacifique, l'île de Pâques recèle ses propres énigmes. Les statues monumentales, les moaïs, témoignent d'une organisation sociale et d'une capacité technique impressionnante pour une population isolée sur une île minuscule. Mais au-delà des statues d'invisibles, les fouilles ont révélé que beaucoup d'entre elles possèdent morceaux des corps enfouis, atteignant plusieurs mètres de hauteur. Cela suggère que la construction et l'érection de ces statues furent encore plus complexes que ce que nous pensions. Pourquoi cette obsession pour des formes si gigantesques ? Était-ce un héritage symbolique venu d'ailleurs ou une tentative de perpétuer la mémoire d'ancêtres oubliés ? Plus au nord, en Turquie, le site de Göbekli Tepe bouleverse toutes nos chronologies. Daté d'environ 11 000 ans, il présente des cercles monumentaux de pierres dressées, ornés de sculptures d'animaux et de symboles. Or, cette époque correspond à l'aube du néolithique, une période où l'humanité était censée être encore composée de chasseurs-cueilleurs, sans agriculture ni architecture. Pourtant, ce site révèle un degré d'organisation sociale et de complexité artistique inattendu. Certains chercheurs suggèrent donc qu'il pourrait s'agir d'un sanctuaire construit par les survivants d'une culture plus ancienne, détruite par les bouleversements climatiques de la fin de la dernière glaciation. Les monuments qui défient de l'histoire officielle ne se limitent pas à quelques cas isolés. Partout dans le monde, des structures mégalithiques surgissent, imposantes et mystérieuses, les cercles de pierre de Nabta Playa dans le désert égyptien, les alignements de Karnak en Bretagne, les temples souterrains de Malte, les forteresses cyclopéennes du Pérou. Tous témoignent d'une maîtrise technique et symbolique qui dépasse ce que nous attribuons aux peuples qui les ont laissés. Chaque fois, la question revient. Ces bâtisseurs avaient-ils reçu un savoir hérité, transmis à travers des millénaires depuis une civilisation disparue ? Il existe aussi des lieux où nature et culture se confondent. Certains reliefs rocheux, comme ceux de Yonaguni au Japon, semblent être à la fois naturels et artificiels. Terrasses, escaliers, formes géométriques se superposent aux lignes d'érosion. Cela nous rappelle que la frontière entre ce que nous appelons naturel et artificiel est floue. Peut-être que des civilisations anciennes ont su travailler avec la géologie même, sculptant les montagnes, adaptant les reliefs, jusqu'à les rendre indiscernables de leur substrat. Si tel est le cas, nous passons peut-être chaque jour à côté de vestiges invisibles intégrés dans le paysage au point de disparaître à nos yeux. Le silence de ces monuments est ce qui trouble le plus. Nous les contemplons, nous les mesurons, nous les analysons, mais ils ne parlent pas, ils ne nous donnent pas leurs plans ni leurs techniques, ils se contentent de rester là, immobiles, défiant nos explications. Peut-être est-ce là leur véritable rôle, rappeler que notre histoire est incomplète, que nous ne savons pas tout. Leur présence est un murmure obstiné, un avertissement de pierre qui traverse les siècles. Lorsque nous parlons de civilisation, nous pensons spontanément aux monuments, aux villes, aux écritures. Mais derrière ces grandes manifestations, il y a toujours des outils. Les outils sont les prolongements de la main humaine, la preuve matérielle d'un savoir-faire, la marque intime de la technique. Dans le cas d'une civilisation disparue, les outils devraient en être les témoins les plus éloquents. Pourtant, ce que nous retrouvons parfois ne s'accorde pas avec la chronologie que nous avons établie. Ces objets, surnommés artefacts hors de leur temps, sont rares, souvent contestés, mais leur simple existence interroge, et si nous n'étions pas les premiers à façonner la matière d'une manière qui échappe à notre histoire officielle, certains de ces objets proviennent des profondeurs de la Terre, découverts par hasard dans des mines ou des carrières. En 1851, dans le Massachusetts, des ouvriers extrayant du charbon auraient mis au jour un vase métallique incrusté dans une couche vieille de plusieurs centaines de millions d'années. L'objet, décoré de motifs délicats, fut rapidement oublié, relégué au rang de curiosité sans importance. De tels récits abondent au XIXe siècle, une époque où l'archéologie moderne n'en était qu'à ses balbutiements. Mais ils soulèvent une question. Comment expliquer la présence d'artefacts manufacturés dans des couches géologiques supposées antérieures à l'homme lui-même ? En Russie, dans les années 1990, de minuscules spirales métalliques furent découvertes dans les sédiments des rivières Oural et Narada. Certaines mesuraient moins d'1 millimètre, fabriquées dans des alliages de tungstène et de molybdène. Les analyses suggéraient un âge de plusieurs dizaines de milliers d'années. Trop anciennes pour appartenir à la technologie humaine connue. Étaient-ce des fragments naturels formés par hasard ou les restes microscopiques d'un outillage oublié, miniature et précis ? Les chercheurs qui les étudièrent restèrent divisés.
et ces spirales disparurent presque aussitôt dans l'indifférence scientifique. Plus intrigantes encore sont les découvertes d'empreintes d'outils sur des pierres anciennes. Dans certaines carrières du Pérou, des blocs de granit présentent des marques régulières, comme si des machines avaient en découpé la roche avec une précision impossible à l'époque supposée de leur taille. Les archéologues y voient tant des techniques de martelage et de polissage, mais les rainures, parallèles et uniformes, donnent l'impression d'un sciage mécanique. Si ces marques sont bien d'origine humaine, elles pourraient témoigner d'un outillage plus avancé que ce que nous admettons pour ces civilisations. Mais si elles sont plus anciennes encore, elles relèveraient d'un savoir perdu, fossilisé dans la pierre elle-même. La mémoire fossile ne concerne pas seulement la pierre, mais aussi les métaux. L'un des plus célèbres mystères est celui de la pile de Bagdad, découverte dans les années 1930 en Irak. Cet objet, composé d'un récipient en terre cuite, d'une tige de fer et d'un cylindre de cuivre, ressemble à une pile galvanique primitive. Si elle fonctionnait bien comme une source d'électricité, cela impliquerait une connaissance électrochimique il y a plus de 2000 ans, bien avant les premières expérimentations modernes. Était-ce un jouet, un objet rituel, ou la survivance d'une technologie héritée d'une époque plus ancienne ? Dans d'autres régions, ce sont des cartes gravées dans la pierre qui posent bonne question. En 1965, en Oural, fut découvert un bloc surnommé « carte de Dashka ». Ce monolithe de plusieurs tonnes semblait porter des gravures topographiques représentant des rivières, des montagnes et des canaux. L'échelle, si elle était exacte, couvrait plusieurs centaines de kilomètres. Les géologues qui l'examinèrent en fait suggérèrent un âge de plusieurs dizaines de millions d'années. Si c'est vrai, alors il s'agit d'une énigme totale, un objet cartographique antérieur de loin à l'humanité. Mais comme toujours, le scepticisme domine. Certains y voyaient simplement des fissures naturelles, interprétées comme des lignes. Et pourtant, la question demeure, pourquoi ces fissures semblent-elles si organisées, si intentionnelles ? La mémoire fossile peut aussi se lire dans les outils de pierre les plus anciens. Officiellement, les premiers outils humains connus remontent à 3,3 millions d'années, découverts à Lomekwi, au Kenya. Mais certains indices suggèrent donc qu'une industrie lithique plus ancienne pourrait avoir existé. Quelques éclats de pierre, retrouvés dans des couches plus vieilles, posent un problème. S'agit-il de fractures naturelles ou bien des traces d'un façonnage intentionnel ? La frontière est ténue, mais si elle basculait, cela repousserait encore plus loin l'histoire de la technologie humaine. Et, qui sait, ouvrirait peut-être la porte à l'idée que d'autres mains, non humaines ou oubliées, façonnaient déjà la matière. Il y a aussi les souvenirs de techniques que nous redécouvrons à peine. Le béton romain, par exemple, se révèle plus durable que le nôtre, capable de se régénérer au contact de l'eau de mer. Les aciers de Damas, disparus depuis des siècles, témoignent d'une métallurgie que nous n'avons pas entièrement comprise. Ces exemples récents nous rappellent combien le savoir peut se perdre facilement. Si des civilisations plus anciennes avaient développé des outils plus avancés encore, ils auraient pu disparaître sans laisser de traces, sinon des objets isolés que nous ne savons pas interpréter. Mais la mémoire fossile ne se limite pas aux artefacts matériels. Elle est aussi inscrite dans les mythes et les traditions, sous forme de descriptions d'armes, de machines, d'outils extraordinaires. Dans le Mahabharata, texte sacré de l'Inde, il est question d'armes aux éclats fulgurants, capables de détruire des armées entières. Les Grecs parlaient maintenant du feu grégeois, arme mystérieuse dont la formule fut perdue. Ces récits pourraient n'en être que des métaphores, mais ils pourraient aussi être les souvenirs poétiques de technologies réelles utilisées par des civilisations disparues, puis transformées en légendes au fil des siècles. Les outils, plus que les monuments, révèlent la dimension pratique d'un savoir. Ils montrent la manière dont une société transforme son environnement, adapte la matière et étend son pouvoir sur le monde. Retrouver un outil ancien, c'est retrouver une main qui a façonné, une intelligence qui a projeté un but. C'est pourquoi les découvertes d'artefacts hors de leur temps fascinent tant. Elles sont des intrusions dans notre récit officiel, des fissures dans la continuité que nous pensions connaître. Peut-être que ces outils oubliés ne sont pas seulement des objets isolés, mais les vestiges d'un monde plus vaste, effondré et réduit à quelques reliques fossiles. Peut-être que nous ne savons pas encore les lire, que nous les rangeons trop vite dans la catégorie des curiosités. Pourtant, leur présence même infime murmure qu'il y a eu autre chose avant nous, un autre chapitre effacé. L'océan est un tombeau silencieux.
Ces abysses sont des catacombes sans lumière, où le temps s'étire à une autre échelle. Là, les marées qui n'atteignent plus, et tout s'endort dans l'obscurité glaciale. Si des civilisations plus anciennes que la nôtre avaient en prospéré, puis disparu, il est possible que la mer ait avalé l'essentiel de leurs traces, car les rivages sont toujours les lieux privilégiés de l'implantation humaine, ports, villes côtières, deltas fertiles. Et ces rivages, depuis la fin de la dernière glaciation, ont reculé de dizaines de kilomètres, noyant ce qui s'y trouvait sous des eaux profondes. Ce qui dort sous l'océan est presque inaccessible. Les abysses couvrent la majorité de la surface de la Terre et seule une infime fraction en a été explorée. Moins de 5% des fonds marins sont cartographiés avec une précision satisfaisante. Ce que nous connaissons du ciel dépasse de loin ce que nous connaissons de nos propres océans. L'idée qu'ils puissent cacher les vestiges d'un monde oublié n'est pas extravagante. C'est une conséquence logique de notre ignorance. À plusieurs endroits du globe, des découvertes intrigantes suggèrent que la mer dissimule plus qu'elle ne montre. Au large de l'Inde, dans le golfe de Cambay, des structures géométriques ont été détectées par sonar. Alignements rectilignes, formes évoquant des murs, des rues, des fondations. Les datations préliminaires parlaient de 9000 ans, bien plus anciens que la civilisation de l'Indus. Si elles sont confirmées, cela changerait radicalement notre vision du passé. Mais les preuves sont fragiles et les débats intenses. Les courants marins brouillant les observations, les sédiments recouvrent rapidement les structures. Pourtant, l'idée demeure. Là, sous des mètres d'eau, pourrait dormir une cité engloutie. Au Japon, près de Yonaguni, les plongeurs ont découvert dans les années 1980 une formation rocheuse monumentale. Escaliers, terrasses, plateformes se succèdent sur une surface vaste avec des angles presque parfaits. Les géologues orthodoxes parlent d'érosion naturelle, mais certains archéologues y voient une construction humaine, datant d'une époque où la mer était plus basse. Si cette hypothèse est vraie, elle renverrait à une période antérieure de plusieurs millénaires à l'histoire connue du Japon. Le site de Yonaguni reste un mystère suspendu entre la géologie et l'archéologie, comme si la mer refusait de livrer son secret. Les abysses recèlent aussi des récits plus obscurs. En Méditerranée, sur un non loin d'Alexandrie, des ruines antiques gisent dessous les vagues, vestiges de temples et de palais, effondrés lors de séismes. Plus loin, dans la mer Égée, des cités entières ont sombré, comme Pavlopétrie, dont les rues et les maisons, datées de 5000 ans, sont encore visibles sous quelques mètres d'eau. Ces exemples récents montrent ce qui arrive lorsqu'une civilisation côtière est surprise par la montée des eaux ou les mouvements du sol. Mais que dire des cités plus anciennes encore, disparues, dans des conditions semblables à la fin du Pléistocène? Elles seraient aujourd'hui introuvables, sauf pour qui oserait sonder les profondeurs. Les abysses pourtant ne détruisent pas toujours. Dans l'absence de lumière, dans les eaux froides et stables, certains matériaux peuvent se conserver durant des millénaires. Des épaves grecques, reposant au fond de la mer Égée, gardent encore leurs amphores intactes. Les navires de l'âge viking, découverts sous les sables des fjords, conservent leur bois presque intact. Si une civilisation antérieure avait bâti en pierre ou en métal, il est possible que certaines structures demeurent encore ensevelies sous les sédiments, préservées dans le silence. Mais le plus troublant est que nous ne cherchons presque pas. Les budgets de recherche se concentrent sur les sites terrestres, car ils sont plus accessibles, plus faciles à fouiller. Les abysses restent hors de portée, exigeant des sous-marins, des robots, des technologies coûteuses. Pourtant, c'est là que se trouvent probablement les archives les plus riches d'un passé englouti. Si nous voulons vraiment savoir s'il y eut d'autres civilisations avant nous, c'est sous les mers que nous devons regarder. L'idée que des cités entières dorment sous l'océan n'appartient pas seulement à l'archéologie spéculative. Elle hante aussi les mythes. L'Atlantide de Platon, décrite comme engloutie en une seule nuit, est peut-être l'image la plus connue de ce destin. Mais d'autres traditions, des Celtes aux Polynésiens, racontent des histoires semblables, des îles disparues, des royaumes avalés par les flots. Ces récits, transmis de génération en génération, pourraient en être les souvenirs d'événements réels. La montée brutale des mers, les tsunamis, les effondrements côtiers. Derrière la poésie, il y a peut-être la mémoire de terres englouties, où vivaient un des peuples dont nous n'avons plus de traces. Il faut aussi se rappeler que les fonds marins se renouvellent. La tectonique des plaques efface lentement l'histoire. Tous les 200 millions d'années environ, la croûte océanique disparaît dans le manteau terrestre. Si une civilisation avait existé avant cette limite, toutes ces traces matérielles au fond des mers auraient été détruites.
Ce qui subsisterait serait seulement enfoui dans les sédiments continentaux ou dans de vagues anomalies chimiques. Cela signifie que même si des civilisations anciennes ont réellement existé, il est possible que l'océan ait déjà avalé et effacé leur mémoire. Pourtant, certains fragments pourraient craindre résister. Un monument de pierre, une construction massive, enfouie sous des sédiments protecteurs, pourrait survivre des dizaines de milliers d'années. Une cité engloutie pourrait reposer là, intacte, attendant qu'un jour, une sonde, un sonar ou un plongeur la découvre. Chaque nouvelle plongée, chaque cartographie sonar est une chance de rencontrer un tel vestige. Peut-être que la découverte décisive repose déjà quelque part, enregistrée dans les données, mais encore inaperçue. Les abysses, dans leur obscurité, gardent une forme de dignité. Ils ne livrent pas leurs secrets facilement. Mais ils nous rappellent que ce que nous appelons histoire n'est qu'une histoire terrestre partielle, incomplète. Les océans pourraient bien contenir un chapitre entier de notre passé, dissimulé dans le noir absolu, hors de portée de nos regards. Et si nous n'étions pas la première civilisation, c'est peut-être là, dans ces profondeurs, que dorment les preuves silencieuses, en attente de ceux qui auront la patience de les chercher. Depuis la nuit des temps, les hommes lèvent les yeux vers le ciel. Là-haut, dans l'immensité obscure, les étoiles se disposent en motifs que nous avons appris à nommer, à relier, à transformer en récits. Chaque civilisation a tracé ses constellations, mais derrière la diversité des formes, des similitudes persistent. Certaines figures célestes apparaissent quand sur plusieurs continents, dans des cultures qui n'avaient aucun contact entre elles. Comme si le ciel avait été lu une première fois par des yeux plus anciens, et que ce langage originel avait été transmis, fragmenté, mais toujours reconnaissable. Les étoiles, contrairement aux monuments terrestres, défient le temps. Elles bougent lentement, mais leur position relative change peu à l'échelle d'une vie humaine. Une constellation visible il y a 10 000 ans reste reconnaissable aujourd'hui. Cela signifie que les récits anciens portant sur le ciel sont parmi les plus durables archives que nous possédions. Quand les aborigènes d'Australie racontent les histoires inscrites dans la Voie lactée, ils transmettent une mémoire vieille de plusieurs dizaines de milliers d'années. Quand les anciens Égyptiens alignaient leurs temples sur Orion ou Sirius, ils inscrivaient dans la pierre un savoir astronomique qui traverse les millénaires. L'exemple le plus frappant est celui des pyramides de Gizeh. Leur disposition correspond presque exactement aux 3 étoiles de la ceinture d'Orion, telles qu'elles apparaissaient il y a environ 10 000 ans. Les couloirs internes sont orientés vers certaines étoiles, comme si ces monuments servèrent à ancrer une carte du ciel sur la Terre. Pourquoi tant d'efforts pour relier les tombes des pharaons à des astres lointains ? Peut-être parce que le ciel représentait la mémoire d'un savoir transmis, une clé laissée par ceux qui avaient déjà observé avant eux. En Amérique du Sud, les civilisations andines faisaient la même chose. Les Incas ne voyaient pas seulement des constellations formées d'étoiles, mais aussi des figures dessinées par les vides de la Voie lactée. Un lama, un serpent, un oiseau. Leurs temples étaient alignés avec les solstices et les équinoxes. Leur calendrier dépendait des cycles célestes. Les Mayas, eux, avaient calculé avec une précision incroyable la révolution de Vénus, élaborant un calendrier encore plus exact que celui de l'Europe médiévale. Était-ce simplement le fruit de l'observation patiente ou bien l'écho d'un savoir plus ancien transmis à travers les âges ? La Mésopotamie, berceau des Écritures, a aussi transmis ses constellations. Les Sumériens identifiaient déjà Orion, le taureau, les poissons, des figures que nous reconnaissons encore aujourd'hui. Ce qui frappe, c'est la continuité. Ces mêmes constellations, avec des noms parfois différents, se retrouvent dans les traditions grecques, indiennes, chinoises. Comment expliquer une telle permanence, sinon par un héritage commun plus ancien ? Peut-être existait-il une proto-astronomie, élaborée par une civilisation oubliée, transmise ensuite à tous les peuples qui renaissaient après un cataclysme. Le ciel n'est pas seulement un décor, c'est une horloge. Les levées héliaques des étoiles annoncent les saisons, guident les semailles et les récoltes. Mais au-delà de cette fonction pratique, il y a une dimension symbolique. Aligner un temple avec une étoile, c'est inscrire l'architecture humaine dans l'ordre cosmique. C'est dire nous faisons partie d'un cycle plus vaste, d'un récit universel. Peut-être que les peuples anciens voulaient ainsi transmettre un message qui ne pourrait pas être effacé par le temps, que leur savoir était inscrit à la fois sur terre et dans le ciel. Certaines anomalies célestes renforcent cette impression. Les Dogons, peuple du Mali, affirment depuis des siècles que Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel, possède une compagne invisible à l'œil nu.
Selon leur tradition, cette étoile invisible, qu'ils appellent Potolo, est extraordinairement lourde et petite. Les astronomes modernes ont confirmé que Sirius est effectivement une étoile binaire. Sirius B, une naine blanche, invisible sans télescope, dense au point que son poids défie l'entendement. Comment un peuple africain, sans instruments optiques, pouvait-il connaître une telle vérité ? Certains parlent de coïncidence, d'interprétation mal comprise. D'autres y voient la trace d'un savoir transmis depuis une antiquité plus ancienne qu'on ne l'imagine. Il y a aussi les récits des Hopis d'Amérique du Nord qui décrivent dans leur tradition des cycles d'humanité liés au mouvement céleste. Pour eux, le ciel n'est pas une toile figée, mais un livre ouvert. Les constellations leur rappellent que d'autres mondes, d'autres âges, ont précédé le nôtre. Dans leurs mythes, plusieurs humanités se sont succédées, chacune détruite par des catastrophes, chacune renaissance ou de nouvelles étoiles. Cette vision rejoint les cosmologies des Mayas et des Aztèques, où le monde traverse plusieurs soleils successifs. La question se pose, et si le langage des étoiles était en réalité le dernier legs d'une civilisation disparue ? Si, après un cataclysme, tout avait été perdu, villes, outils, livres, il resterait le ciel. Un peuple qui voulait transmettre un savoir essentiel aurait pu choisir de l'inscrire là, dans des alignements visibles par tous, éternels à l'échelle humaine. C'est peut-être pour cela que tant de monuments anciens sont orientés vers des astres précis. Les bâtisseurs savaient que le ciel, lui, survivrait, et qu'il porterait leur mémoire plus sûrement que la pierre elle-même. Les constellations anciennes sont donc plus qu'un outil de navigation ou d'agriculture. Elles sont un langage universel, un alphabet cosmique. Lorsque l'on compare les traditions célestes des peuples éloignés, on y perçoit une harmonie étrange, comme si tous avaient appris à lire le même livre avant de l'adapter à leur propre culture. Cette convergence nourrit l'idée que l'astronomie pourrait être la clé la plus solide pour déceler l'existence d'une civilisation antérieure. Car si une telle civilisation avait réellement existé, que pouvait-elle transmettre aux générations futures ? Pas des villes, car elles seraient effacées, pas des outils, car ils se corrodent, mais le ciel, lui, demeure. Enseigner à reconnaître Orion, Sirius, Vénus, s'était assuré que même après des millénaires de silence, un fil invisible continuerait de relier les survivants au savoir ancien. Aujourd'hui encore, malgré nos télescopes et nos calculs, nous restons fascinés par ce langage. Les étoiles ne nous disent rien directement, mais elles nous offrent des points fixes, des repères qui survivent à toutes les destructions terrestres. Peut-être qu'en les étudiant, nous retrouvons non seulement notre propre histoire, mais aussi l'ombre d'une mémoire plus ancienne, transmise par un peuple disparu. Le ciel, immense et indifférent, pourrait bien être la plus vaste bibliothèque de notre passé. Le savoir est la substance la plus fragile qu'une civilisation puisse produire. Les pierres survivent, parfois les ossements, mais les pensées, les idées, les découvertes, elles se dissipent avec une facilité déconcertante. Un feu de bibliothèque, un siècle d'oubli, un changement de langue suffisent à effacer ce que des générations ont accumulé. Pourtant, dans l'immensité du temps, quelques fragments échappent à l'oubli. Ce sont ces éclats dispersés que nous recueillons aujourd'hui comme des éclats de verre d'un miroir brisé, incapables de recomposer l'image entière. Ils suggèrent qu'un savoir plus ancien a existé, puis s'est éteint, ne laissant que des indices fugaces. La bibliothèque d'Alexandrie en est l'exemple le plus célèbre. On dit qu'elle abritait des centaines de milliers de rouleaux, rassemblant les connaissances de la Grèce, de l'Égypte, de la Mésopotamie et peut-être d'au-delà. Son incendie, ou ses destructions successives, car il y en eut plusieurs, fit disparaître des trésors intellectuels dont nous ne connaîtrons jamais la teneur. Que contenaient ces rouleaux ? Des traités de sciences oubliés ? Des récits d'exploration ancienne ? Peut-être des souvenirs d'un savoir transmis depuis une humanité antérieure. Nous ne le saurons jamais. Mais ce vide est parlant. Si, en seulement 2000 ans, nous avons pu perdre tant, combien de fois ce processus s'est-il répété à l'échelle des millénaires ? Les Grecs eux-mêmes reconnaissaient donc qu'ils tenaient d'eux une partie de leur science de peuples plus anciens. Thalès, Pythagore, Platon voyageaient en Égypte pour y apprendre des prêtres. Ces derniers affirmaient ne conserver des traditions vieilles de milliers d'années, remontant à des temps immémoriaux où leurs dieux eux-mêmes avaient régné sur terre. Derrière la mythologie, il y avait peut-être une réalité. Un savoir hérité, fragmenté, dont seuls quelques morceaux avaient traversé le temps. En Mésopotamie, les tablettes d'argile laissées par les Sumériens et les Akkadiens contiennent déjà des connaissances étonnantes.
Ils décrivaient dans des systèmes astronomiques complexes, connaissaient les mouvements des planètes, calculaient les éclipses, d'où leur venait cette science, officiellement de l'observation patiente du ciel. Mais certains de leurs calculs semblent étrangement précis, comme s'ils avaient reçu une base plus ancienne à partir de laquelle ils avaient en poursuivi. Dans leurs récits, ils attribuent ces connaissances aux Anunnaki, êtres venus du ciel. Derrière ce langage mythique, il pourrait y avoir simplement la reconnaissance d'un héritage dont ils ignoraient l'origine. En Inde, les Védas et les textes sanscrits recèlent eux aussi des fragments de savoir troublants. Leur description des cycles cosmiques évoque des durées astronomiques étirées sur des millions d'années. Leurs récits de machines volantes, les Vimana, semblent évoquer une technologie avancée. Leurs connaissances en mathématiques, en astronomie, dépassaient parfois ce que l'on croyait possible pour l'époque. Était-ce une pure élaboration symbolique ou bien la survivance de souvenirs techniques d'un autre âge ? Les textes anciens, traduits et commentés au fil des siècles, nous parviennent transformés. Mais il est possible qu'ils contiennent des traces d'un savoir dont nous avons perdu le contexte. Les Mayas, eux, avaient élaboré un calendrier d'une précision remarquable, fondé sur des cycles célestes que nous ne comprenons que depuis peu. Leur connaissance du cycle de Vénus, par exemple, était d'une exactitude que même l'Europe médiévale n'avait pas atteinte. Comment expliquer que des peuples sans instruments modernes aient atteint un tel degré de raffinement, peut-être par une accumulation d'observations patientes, peut-être aussi par la transmission d'un savoir venu de traditions plus anciennes, hérité de peuples disparus. Ces fragments apparaissent aussi dans des techniques oubliées. Le béton romain, capable de résister 2000 ans et de se renforcer au contact de l'eau de mer, surpasse nos bétons modernes. Les aciers de Damas, forgés au Moyen-Âge, étaient si résistants et flexibles qu'ils demeurent un mystère métallurgique. Le feu grégeois, arme redoutée de Byzance, brûlait même sur l'eau, mais sa composition exacte est perdue. Ces exemples récents prouvent que le savoir peut disparaître en quelques générations. Si cela est vrai pour des découvertes vieilles de quelques siècles, combien d'autres connaissances ont pu s'éteindre il y a des millénaires, voire des dizaines de millénaires ? Certaines inventions surgissent même de manière presque inexplicable. Le mécanisme d'Anticythère, retrouvé dans une épave grecque, est un objet d'une sophistication mécanique stupéfiante. Il s'agit d'un calculateur astronomique, une sorte d'ordinateur analogique, capable de prévoir les phases de la Lune et les éclipses. Construit il y a plus de 2000 ans, il témoigne d'une maîtrise technologique que nous ne pensions pas possible pour cette époque. D'où venait ce savoir ? Fut-il inventé par un génie isolé ou bien hérité de traditions plus anciennes, déjà oubliées du commun des mortels ? Il y a aussi les énigmes liées aux cartes anciennes que nous avons déjà évoquées. La carte de Piri Reis, la carte d'Oronsfin, semblent contenir des connaissances géographiques impossibles pour leur époque. Ces fragments cartographiques pourraient maintenant être les restes d'archives beaucoup plus anciennes, copiés et recopiés jusqu'à parvenir aux mains des navigateurs de la Renaissance. Chaque copie perdait une partie du contexte mais conservait quelques traits essentiels. Ainsi, un savoir ancien, transmis sans qu'on en comprenne l'origine, pouvait se fossiliser dans des documents ultérieurs. Ce qui est fascinant dans ces fragments, et c'est leur caractère incomplet. Où nous percevons des éclats de brillance, des éclats de cohérence, mais jamais l'ensemble. Comme si nous contemplions les ruines d'une bibliothèque dont il ne reste que des pages éparses. Chaque fragment nourrit une intuition. Il y a eu plus, il y a eu mieux, mais cela s'est perdu. Peut-être que ce que nous appelons invention n'est parfois qu'une réinvention. Une redécouverte d'un savoir ancien enfoui dans la mémoire collective. Même nos propres découvertes scientifiques s'inscrivent parfois dans ce schéma. L'électricité, par exemple, nous semble moderne, mais les piles antiques suggèrent que le principe était déjà connu. Les mathématiques de Pythagore, si célèbres, existaient peut-être bien avant, sous d'autres formes, transmises à travers les siècles. Le savoir n'est pas une ligne continue. Il avance, recule, s'éteint, renaît. Chaque civilisation en hérite une partie, puis perd le reste. La mémoire humaine est ainsi faite, sélective, fragile, exposée aux catastrophes. Mais ces fragments, ces traces d'un savoir éteint, suffisent à éveiller une inquiétude. Si nous ne sommes pas les premiers, alors nous ne sommes peut-être pas non plus les derniers. Le cycle du savoir se répète. Apparition, apogée, disparition. Et ce que nous possédons aujourd'hui pourrait bien n'être qu'une réplique pâle de ce que d'autres avant nous avaient déjà découvert, puis perdu à jamais. Il y a environ 122 000 ans,
et jusqu'à une période récente de notre histoire, la Terre était dominée par les glaces. L'âge glaciaire façonnait les continents, sculptait les vallées, déplaçait les rivages. Les calottes recouvraient une grande partie de l'hémisphère nord, et des étendues entières qui nous paraissent aujourd'hui familières n'étèrent alors que déserts glacés. Pourtant, au sein de cette apparente immobilité, l'humanité ou ses ancêtres vivaient déjà. Les traces archéologiques le confirment. Ils chassaient donc, ils fabriquaient des outils, ils s'organisaient en société. Mais que savons-nous réellement de ce monde disparu ? Presque rien. L'âge de glace est une énigme, une époque dont nous ne possédons que des fragments dispersés, comme si une mémoire immense avait été effacée par le froid. Le climat de l'époque était instable. Des cycles de réchauffement et de refroidissement succédaient aux avancées et au recul des glaciers. Ces variations provoquaient des bouleversements brutaux, inondations gigantesques, effondrements de calottes, montées soudaines du niveau des mers. On parle des pulses de lacs glaciaires, ces ruptures où des masses d'eau colossales se déversaient en quelques jours dans l'océan. L'un des plus célèbres est celui du lac Agassiz en Amérique du Nord, dont la vidange aurait contribué à des changements climatiques mondiaux. Si des communautés humaines vivaient dans ces régions, leurs habitats furent balayés en un instant, leurs traces emportées par les flots glacés. Les récits anciens semblent garder la mémoire de ces cataclysmes. Les mythes du déluge, présents sur tous les continents, pourraient être les souvenirs déformés de ces événements réels. Les peuples qui vécurent à la fin de l'âge glaciaire assistèrent à des bouleversements que nous aurions peine à imaginer. Mers avançant sur les terres, continents engloutis, montagnes libérées dans des glaces. Pour eux, ces transformations avaient une dimension surnaturelle. Pour nous, elles sont la toile de fond possible de civilisations disparues. Certains chercheurs avancent l'idée que des cultures avancées ont pu exister durant cette période. Non pas nécessairement industrielles comme la nôtre, mais capables d'ériger des monuments, d'observer le ciel, de transmettre des savoirs. Le site de Göbekli Tepe, en Turquie, daté de plus de 11 000 ans, se situe justement au seuil de la fin de la dernière glaciation. Ces pierres dressées, ces sculptures d'animaux, témoignent d'une organisation complexe, incompatible avec l'image que nous avons de chasseurs-cueilleurs. Était-ce une construction des survivants d'une culture plus ancienne, bâtie pour préserver une mémoire avant que la glace ne recouvre tout ? Des traces semblables apparaissent ailleurs. En Sibérie, des blocs cyclopéens épars, taillés dans le granit, intriguent les chercheurs. Certains parlent de phénomènes naturels, d'autres y voient les restes de structures oubliées, peut-être érigées durant les périodes plus douces de l'âge glaciaire. En Amérique du Sud, les traditions andines parlent de peuples antérieurs aux Incas, dotés de connaissances extraordinaires détruits par un grand cataclysme. Ces récits ont été pour être les souvenirs oraux d'événements ayant eu lieu lors de la fonte des glaciers. L'âge de glace a aussi déplacé les routes de l'humanité. Des ponts terrestres, aujourd'hui engloutis, reliaient les continents. Le détroit de Bering, aujourd'hui submergé, permettait de passer de l'Asie à l'Amérique. Des populations ont pu s'y installer, y prospérer avant que la montée des eaux ne les efface. Le Doggerland, en mer du Nord, était une vaste plaine habitée, couverte de forêts et de rivières. Avec la montée du niveau marin, il disparut sous les vagues, ne laissant que quelques ossements et outils de pierre remontés par les filets des pêcheurs. Combien d'autres territoires semblables furent engloutis, emportant avec eux les archives d'un monde entier. La glace conserve parfois des surprises. En Sibérie, des mammouths, des bisons, parfois même des restes humains, ont été retrouvés congelés, presque intacts, avec leurs tissus, leurs poils, parfois leur sang encore présent. Ces découvertes prouvent que le froid peut figer le passé, le préserver comme une capsule temporelle. Si des peuples plus anciens avaient laissé des artefacts dans ces zones, certains pourraient encore reposer dans les glaces, attendant que le réchauffement climatique les libère. Mais si ces objets existent, ils risquent de disparaître au moment même où nous serions en mesure de les découvrir, fondus, dissous par la fonte accélérée. L'âge glaciaire a aussi sculpté des paysages que nous interprétons parfois comme des énigmes. Les mégalithes de Scandinavie, les mystérieux cairns, pourraient être les traces des derniers survivants de cultures plus anciennes, marquant leur territoire avant que les glaciers ne se retirent. Dans les Amériques, des traditions parlent de grands hommes, venus du Nord, porteurs de savoir, qui auraient enseigné aux populations locales l'agriculture et l'astronomie. Ces récits, longtemps considérés comme mythologiques, prennent une autre teinte si on les relie au bouleversement de la fin du Pléistocène.
la science moderne apporte un autre regard. Les carottes de glace du Groenland et de l'Antarctique montrent des changements climatiques brutaux, parfois en quelques décennies seulement. Ces transitions ont pu effacer des cultures entières sans laisser de traces. Si des sociétés organisées existaient, elles furent détruites par des famines, des migrations forcées, des bouleversements de leur environnement. Leurs vestiges, pris dans les glaces ou engloutis par les mers, demeurent invisibles. Le souvenir de cet âge glaciaire est aussi inscrit dans la mythologie. Les Grecs parlaient d'un âge d'or, suivi de catastrophes qui détruisirent d'un empereur des peuples entiers. Les traditions hindoues évoquent des cycles d'humanité, chacun balayé par un désastre. Les peuples nordiques racontaient le Fimbulvetr, l'hiver des hivers, qui précède le Ragnarök. Ces récits pourraient être des reflets de la mémoire collective des âges de glace, transmis sous forme symbolique. Ce qui fascine, c'est l'idée que cet âge, que nous considérons comme hostile, ait pu abriter des formes de civilisation que nous n'imaginons pas. Peut-être des peuples vivant en symbiose avec la glace, maîtrisant des savoirs adaptés à cet environnement extrême. Peut-être des bâtisseurs dont les œuvres furent pulvérisées par les glaciers, peut-être aussi des voyageurs maritimes, profitant des côtes basses et fertiles, aujourd'hui noyés sous les océans. Les chroniques de l'âge de glace disparu ne nous parviennent que par fragments, une gravure, une légende, une anomalie géologique. Mais elles nourrissent une intuition, nous ne sommes pas les premiers. Avant nous, d'autres ont connu la grandeur et l'effacement. Et si leur mémoire nous échappe, c'est parce que la glace implacable a scellé leurs archives dans un silence millénaire. Dans l'univers, le silence est toujours suspect. Lorsqu'on scrute le ciel à la recherche de signaux extraterrestres, ce qui frappe le plus n'est pas tant l'absence de voix que le vide absolu, comme si l'espace était saturé de mutisme. Mais ce même constat peut s'appliquer à notre propre passé. Si des civilisations antérieures avaient existé sur Terre, pourquoi n'entendons-nous rien d'elles ? Pourquoi ne reste-t-il aucun message clair, aucune archive décodable, aucun signe indubitable ? Leur silence est peut-être volontaire. Ou bien il est la conséquence inévitable du temps, ce grand dissolvant qui efface tout. Car le bruit d'une civilisation n'est pas éternel. Nos ondes radio, par exemple, s'échappent dans l'espace depuis un peu plus d'un siècle, mais déjà elles s'affaiblissent, se diluent, jusqu'à devenir indistinguables du bruit de fond cosmique. Dans quelques milliers d'années, il n'en restera rien de perceptible. De même, les satellites que nous avons lancés finiront par se dégrader. Leurs orbites se désintégreront, leurs carcasses se consumeront dans l'atmosphère. Si une autre civilisation venait dans 10 000 ans, elle ne trouverait sans doute aucun signe clair de notre passage. Pourquoi alors attendre des ancêtres hypothétiques qu'ils aient sans laisser des preuves éternelles ? Il existe dans nos archives géologiques et archéologiques un phénomène semblable, le bruit de fond de l'histoire. Des outils, des ossements, des traces de pas, tout cela finit par se mélanger, par devenir indistinct. Ce que nous appelons fossile n'est déjà qu'un échantillon infinitésimal des êtres qui ont vécu. La plupart des espèces n'ont laissé aucune trace fossile. Il en va de même pour les civilisations. L'absence de preuve n'est pas nécessairement la preuve de l'absence, mais seulement l'indice que le temps a fait son œuvre. Pourtant, ce silence résonne. Il devient lui-même une énigme. Si d'autres avant nous ont atteint un degré avancé de connaissance, pourquoi n'avons-nous trouvé aucune bibliothèque, aucune machine intacte, aucune inscription déchiffrable ? Peut-être parce que leurs matériaux, comme les nôtres, n'étaient pas faits pour durer. Le plastique, l'acier, le verre, le cuivre, tout cela se décompose en quelques milliers d'années. Même nos villes les plus imposantes, laissées à l'abandon, seraient méconnaissables après quelques siècles seulement. Dans 100 000 ans, elles seraient réduites à des poussières intégrées au sol. Une civilisation ancienne pourrait donc avoir laissé des milliers de machines, de livres, d'objets. Tout aurait déjà disparu. Il est aussi possible que le silence soit le résultat d'un effacement volontaire. Une civilisation en déclin peut chercher à se protéger en effaçant ses propres traces, par peur, par rituel ou par choix. Certaines cultures humaines ont déjà détruit leurs propres archives, brûlé leurs bibliothèques, effacé les noms de leurs rois. Si une civilisation plus ancienne a existé, peut-être a-t-elle choisi de disparaître, de ne rien laisser derrière elle comme une ultime volonté de se fondre dans l'oubli. Ce silence rappelle aussi le paradoxe de Fermi appliqué à la Terre elle-même. Dans l'univers, la question est, si d'autres civilisations existent,
Pourquoi ne les voyons-nous pas? Ici, elle devient « Si d'autres civilisations ont existé, pourquoi n'en voyons-nous rien ?» La réponse la plus simple est peut-être qu'elles ont existé trop tôt, trop brièvement, et que le temps a effacé toute trace. Mais il existe une autre possibilité plus troublante. Elles n'ont jamais voulu être retrouvées. Les mythes et les traditions parlent parfois de dieux ou d'êtres supérieurs qui quittent le monde, promettant de revenir. Ces récits pourraient alors être les souvenirs transformés d'une humanité plus ancienne qui se serait volontairement effacée, laissant aux suivants le soin de reconstruire. Le silence serait alors un message en soi, une invitation à chercher par nous-mêmes, à ne pas dépendre de leur savoir, à réinventer tout depuis le début. Dans la nature, le silence est rarement absolu. Les forêts bruissent les mers grondent, même le désert a ses vents. Mais un silence total est inquiétant. Il signale une absence profonde. C'est ce que nous ressentons en sondant notre passé. Nous attendons un signal, un indice net, et nous ne trouvons que des murmures ambigus. Des pierres étranges, des mythes concordants, des anomalies géologiques, des fragments qui ressemblent à des échos, mais aucun message clair. Et pourtant, ce silence n'est pas vide. Il est habité par l'intuition que quelque chose manque. Nous voyons les lacunes dans nos archives, les trous dans nos chronologies, les incohérences dans nos récits. Nous savons que l'histoire humaine est incomplète, que la mémoire de la Terre est plus vaste que ce que nous croyons. Ce silence est peut-être le signe le plus fort de tous. Il nous oblige à questionner, à douter, à chercher. Nous-mêmes, malgré notre obsession de l'archivage, ne laisserons sans doute qu'un silence semblable. Nos disques durs se corrompront, nos serveurs disparaîtront, nos bibliothèques débrûleront. Quelques monuments subsisteront peut-être, mais méconnaissables. Dans 1 million d'années, que restera-t-il de nous? Peut-être seulement une fine couche de plastique fossilisée, quelques isotopes radioactifs, des cicatrices dans la roche. Ce silence radio, ce vide apparent, sera peut-être tout ce qu'une autre civilisation pourra lire de nous. Alors peut-être que les ancêtres inconnus que nous cherchons ne sont pas silencieux. C'est nous qui n'avons pas appris à écouter leur langage. Leurs messages ne sont pas dans des livres ou des machines, mais dans les mythes, dans les étoiles, dans les anomalies de la Terre. Le silence radio est trompeur. Derrière lui, il y a peut-être une fréquence plus subtile, un murmure qui nous échappe. Et ce murmure, il faut parfois le chercher dans ce qui manque plutôt que dans ce qui reste. La science est notre outil le plus puissant pour comprendre le passé. Elle mesure, calcule, compare, cherche des preuves tangibles. Mais parfois même elle se retrouve face à une frontière floue, là où les faits semblent hésiter entre hasard et héritage. Dans ces interstices, l'histoire devient incertaine. Et c'est précisément là que se loge la question. Ce que nous appelons découverte moderne est-il toujours le fruit d'une invention isolée, ou pourrait-il parfois être la réinvention de savoirs beaucoup plus anciens, déjà connus puis oubliés? Prenons l'exemple des mathématiques. Nous savons que la géométrie grecque que nous attribuons à Thalès et à Pythagore possède des équivalents dans des civilisations bien plus anciennes. Les Babyloniens maîtrisaient déjà des systèmes numériques complexes capables de résoudre des équations quadratiques. Des tablettes d'argile vieilles comptant de plus de 3000 ans contiennent des calculs que nous croyons modernes. Certains triangles babyloniens respectent le théorème de Pythagore, bien avant que Pythagore lui-même ne le formule. Est-ce le fruit d'un développement indépendant ou l'héritage d'un savoir plus ancien, transmis dans l'ombre puis reformulé? L'astronomie offre un autre exemple. Les Mayas, sans instruments optiques, avaient calculé avec une précision extraordinaire le cycle de Vénus. Leur calendrier était d'une exactitude remarquable, supérieure à celui de l'Europe médiévale. Les Sumériens connaissaient déjà les mouvements de Jupiter et de Saturne. Les Égyptiens alignaient leurs monuments avec les étoiles d'Orion et Sirius. Tout cela peut s'expliquer par l'observation patiente, sur des générations. Mais pourquoi ces connaissances apparaissent-elles si tôt, si pleinement développées, comme si elles avaient jailli toutes armées d'une mémoire plus ancienne? La médecine, elle aussi, semble parfois héritée. Le papyrus d'Ebers, daté d'environ 1500 avant notre ère, contient des centaines de recettes et de diagnostics médicaux. Certaines techniques décrites y sont d'une efficacité surprenante, comparable à des traitements modernes. De même, dans l'Ayurveda indien, des textes vieux de plusieurs millénaires décrivent des opérations chirurgicales, des instruments, des pratiques sophistiquées. Certes, tout n'était pas exact, mais certains passages laissent deviner un savoir empirique accumulé sur une longue période.
Était-ce simplement l'expérience des générations ou bien la survivance de connaissances venues d'un âge plus ancien? Il existe aussi des inventions qui surgissent soudainement comme si elles avaient été redécouvertes plutôt qu'inventées. Le mécanisme d'Anticythère en est l'exemple le plus célèbre, une machine astronomique datant de plus de 2000 ans, capable de prédire les éclipses et les phases lunaires. Son niveau de complexité mécanique ne réapparaîtra en Europe qu'au Moyen Âge, plus de 1000 ans plus tard. Comment expliquer ce vide? Fût-ce une invention isolée, ou bien un héritage transmis à demi, puis perdu avant d'être retrouvé? La métallurgie ancienne nous confronte à la même question. Les aciers de Damas, forgés entre le Xe et le XVIIe siècle, étaient réputés pour leur résistance et leur tranchant. Le secret de leur fabrication fut perdu, au point que les métallurgistes modernes peinent encore à le reproduire. Les Romains, quant à eux, avaient mis au point un béton d'une durabilité exceptionnelle, capable de se renforcer au contact de l'eau de mer. Aujourd'hui, nous redécouvrons à peine les mécanismes chimiques de cette invention. Le feu grégeois, arme redoutée des Byzantins, brûlait même sur l'eau, mais sa composition est encore mystérieuse. Ces pertes montrent combien le savoir est fragile. Si en quelques siècles nous avons déjà oublié tant de choses, combien d'inventions auraient pu se perdre au cours des millénaires? La génétique ajoute une autre dimension au doute. En 2010, la découverte de l'homme de Denisova a bouleversé nos certitudes. Une seule phalange fossile, une dent, ont révélé l'existence d'une humanité inconnue, proche de Néandertal, qui a coexisté avec nous et transmis une partie de son ADN. Pendant des décennies, nous pensions que l'histoire de l'humanité se réduisait à Homo sapiens et Néandertal. Puis, soudain, un fragment d'os a ouvert un monde entier. Que se passerait-il si, demain, nous découvrions dans une grotte des restes d'une autre humanité, porteuse d'une culture avancée, effacée depuis des dizaines de milliers d'années? L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence, elle n'est qu'un silence temporaire. La science hésite aussi face à certaines anomalies archéologiques. Les Homo parts, objets hors de leur temps, sont souvent écartés comme erreurs ou fraudes. Pourtant, leur accumulation intrigue. Spirales métalliques microscopiques dans les sédiments russes, sphères polies en Afrique du Sud, objets métalliques incrustés dans des couches de charbon. Chacun pris isolément peut être expliqué par un phénomène naturel ou une méprise. Mais leur existence répétée fait naître une question. Est-ce que la science, par prudence, choisit de ne pas voir l'hypothèse la plus dérangeante? Car la science n'est pas seulement une méthode, elle est aussi un cadre mental. Elle avance en cherchant des explications naturelles, cohérentes, reproductibles. Elle écarte tout ce qui ne s'intègre pas au modèle établi. C'est ce qui fait sa force, mais aussi sa limite. Les fragments qui pourraient en suggérer une civilisation antérieure sont souvent trop isolés pour résister au scepticisme. La probabilité qu'il soit des anomalies naturelles est toujours plus simple, plus économique que l'idée d'un monde oublié. Mais que se passe-t-il si ces fragments ensemble composent une image que nous refusons de voir? Il faut aussi considérer que la science n'en est qu'au début de son exploration du passé. L'ADN ancien n'a commencé à être séquencé qu'au cours des dernières décennies. L'imagerie satellite et le lidar ne révèlent que depuis peu des cités enfouies sous les jungles. Les fonds marins sont à peine cartographiés. Notre ignorance est immense. Peut-être qu'en avançant, nous finirons par découvrir des preuves plus solides. En attendant, nous nous tenons dans cet entre-deux, entre hasard et héritage, entre invention et redécouverte. Le doute est peut-être la clé, reconnaître que nous ne savons pas tout, que certaines connaissances semblent surgir trop tôt, trop abouties, ouvre la porte à l'hypothèse d'un héritage oublié. Pas nécessairement d'extraterrestres, pas nécessairement de cités industrielles perdues, mais d'humains avant nous qui avaient déjà franchi certaines étapes, puis furent effacés. Leur mémoire ne subsiste que dans ces fragments qui troublent nos certitudes, et la science dans sa prudence se trouve face à un choix, tout attribué au hasard ou accepter la possibilité d'un héritage. Entre ces deux pôles, elle avance hésitante, comme si elle marchait sur un fil tendu au-dessus de l'abîme du temps. Il est toujours plus facile d'interroger les civilisations disparues que de contempler la nôtre dans le miroir du temps. Pourtant, c'est peut-être en nous, imaginant comme une civilisation éteinte, que nous comprendrons le mieux pourquoi nous ne trouvons presque rien de celle qui nous aurait précédés. Car la question n'est pas seulement « qu'ont-elles laissé ?», elle est aussi « que laisserons-nous ?» Si demain notre monde devait s'effondrer, balayé par une catastrophe ou une lente désagrégation, combien de temps faudrait-il avant que nos villes s'effacent?
les gratte-ciels de verre et d'acier se corroderaient, leur structure se briserait sous l'action du vent, de la pluie, des racines. En quelques siècles, il ne serait plus que des ruines informes, envahies par la végétation. Les routes se craquelleraient, les ponts s'écrouleraient, les barrages céderaient. Dans 10 000 ans, que resterait-il de New York, de Tokyo, de Paris ? Peut-être quelques lignes de fondation enfouies sans main sous les sédiments, indéchiffrables pour des archéologues futurs. Nos technologies, aussi avancées qu'elles paraissent, sont d'une fragilité extrême. Les circuits électroniques se désagrègent rapidement, les plastiques se décomposent en microparticules, les fibres optiques ne survivent pas à l'humidité. Les satellites, une fois hors service, retombent dans l'atmosphère et se consument en quelques instants. Nos archives numériques, stockées sur des serveurs dépendants de l'électricité, disparaîtraient en une génération sans entretien. En moins d'un siècle, l'essentiel de notre mémoire numérique serait perdu. Si une autre humanité devait apparaître dans 100 000 ans, elle ne trouverait probablement rien de nos bibliothèques numériques. Il resterait peut-être nos monuments les plus massifs, la Grande Muraille de Chine, les pyramides de béton de nos barrages, quelques tunnels creusés profondément. Mais même eux finiraient par s'effondrer. L'érosion, les séismes, les glaciers, les océans reprendraient alors au tout. Après 100 000 ans, l'essentiel de ce que nous considérons comme indestructible ne serait plus qu'un amas de poussière intégré à la géologie. Dans 1 million d'années, il ne resterait presque rien de nous, sinon quelques anomalies dans les strates, des couches de plastique fossilisées, des isotopes radioactifs issus de nos centrales, peut-être des concentrations anormales de métaux rares. Ce serait notre seule signature, un sillage discret dans la mémoire de la Terre. Cette idée est vertigineuse. Malgré toute notre puissance, notre empreinte matérielle à long terme sera minime. Notre héritage pourrait se réduire à des traces chimiques invisibles à l'œil nu que des chercheurs du futur interpréteraient peut-être comme nous interprétons aujourd'hui les anomalies géologiques du passé. Peut-être nous prendraient-ils pour une hypothèse, une possibilité, rien de plus, comme nous le faisons pour les civilisations hypothétiques avant nous. Et pourtant, il est possible que nous choisissions de laisser quelque chose de plus, car nous savons aujourd'hui que le temps efface tout. Peut-être déciderons-nous de graver un message indestructible, conçu pour défier les millénaires. Déjà, certains projets visent à cela, des archives gravées sur des disques de quartz pouvant durer des millions d'années, des messages enfouis dans des dépôts nucléaires pour avertir les générations futures du danger. Mais même ces tentatives sont fragiles. Une plaque métallique peut se corroder, un disque peut se briser, un avertissement peut être oublié ou mal interprété. Alors que pourrions-nous vraiment laisser ? Certains disent que notre héritage le plus durable ne sera pas matériel, mais biologique. L'ADN de nos espèces domestiques, de nos plantes cultivées, de nos animaux modifiés, restera inscrit dans la mémoire génétique de la Terre. Si une autre civilisation devait apparaître, elle trouverait des traces de notre intervention dans les génomes, des séquences artificielles, des empreintes moléculaires, des héritages invisibles mais persistants. Peut-être serait-ce là notre plus claire signature, une modification subtile de la vie elle-même. D'autres pensent que notre héritage sera astronomique. Nos sondes spatiales, Voyager, Pioneer, New Horizons, quittent dansant déjà le système solaire. Elles porteront nos messages, nos disques d'or, nos cartes du ciel, errant dans le vide pour des millions d'années. Il est improbable qu'elles soient jamais retrouvées, mais elles existent et elles témoignent. Si elles survivent, elles pourraient être la seule trace tangible de notre civilisation, flottant dans l'espace bien après que la Terre aura effacé toute mémoire de nous. Et si l'on se place encore plus loin, dans une perspective de centaines de millions d'années, notre héritage sera peut-être réduit à presque rien. La tectonique des plaques recyclera nos continents, les océans s'ouvriront et se refermeront, les montagnes se dresseront puis s'éroderont. Ce que nous considérons comme éternel sera transformé en poussière. Peut-être que tout ce qui restera de nous sera une fine couche géologique, un sédiment particulier que des chercheurs du futur liront comme une anomalie. Nous serons devenus, à notre tour, un mystère. Il était troublant de penser que notre civilisation pourrait se dissoudre presque totalement, et que ceux qui viendraient après nous se poseraient la même question que nous. Étions-nous les premiers ? Ils trouveraient peut-être des indices ou en contradictoire, des fragments énigmatiques, des anomalies chimiques, mais rien de définitif. Ils inventeraient des récits, des hypothèses, des mythes, comme nous le faisons aujourd'hui pour ceux qui nous auraient précédés. Et notre silence serait, pour eux, ce que nous percevons aujourd'hui, un vide qui appelle à l'imagination.
Cette réflexion transforme notre regard, car si nous acceptons que nous ne laisserons que peu de choses, alors nous comprenons pourquoi nous ne trouvons rien de ceux d'avant. Peut-être qu'ils ont existé, mais que le temps a déjà fait son œuvre, comme il le fera pour nous. Leurs outils se sont dissous, leurs cités se sont effondrées, leurs archives se sont éteintes, et il ne reste que des fragments trop ténus pour convaincre. Alors, ce que nous léguerions à ceux d'après nous ne dépend pas seulement de nos monuments ou de nos technologies. Il dépend de notre capacité à inscrire quelque chose dans la mémoire profonde du monde, peut-être dans le ciel en alignant nos constructions avec les étoiles, comme l'ont fait nos ancêtres. Peut-être dans la génétique en modifiant la vie elle-même, peut-être dans l'espace en lançant des artefacts hors de portée des cataclysmes terrestres, mais même ainsi tout est fragile. Au fond, peut-être que notre véritable héritage sera immatériel. La capacité de douter, de questionner, de s'interroger sur ce qui a précédé. Si une autre civilisation apparaît un jour, elle se posera la même question que nous. Suis-je la première ? Et dans cette interrogation, dans cette inquiétude, il y a déjà une forme de continuité. Car ce n'est pas seulement la matière qui survit au temps, c'est aussi le mystère.